Alors je vais laisser la parole à Madame Faure. Vous représentez le CNAJMJ. Alors c'est le Centre national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, c'est bien cela. Alors vous êtes vous-même administrateur. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, quand même, pour la salle, pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien vos métiers, le distinguo entre administrateur judiciaire et mandataire judiciaire? Alors, l'administrateur... Mettez bien le micro sur bon. la bouche. Voilà, comme ça, sur le menton. Posez-le sur le menton. Et vous levez. Voilà, c'est super. Donc, l'administrateur, c'est celui qui accompagne l'entreprise dans une phase sensible au travers des procédures collectives. Procédures collectives, c'est le gros mot pour dire que la société a des difficultés telles qu'elle a besoin d'aller déposer le bilan au tribunal. Quand la cessation des paiements est avérée, c'est le redressement judiciaire. Et quand on est très en amont, c'est la sauvegarde. Donc l'administrateur judiciaire vient aux côtés de l'entrepreneur. Le mandataire, lui, il est aux côtés des créanciers. Il est le représentant des créanciers. Ça, c'est la phase. C'est ça, il a un mandat pour représenter les créanciers. C'est ça. Il reçoit en ses mains les déclarations de créances. Exactement. Donc, ça, c'est la phase judiciaire. Mais aujourd'hui, moi, j'étais venue pour vous parler de la phase amont, de la phase prévention. Et je suis, je le disais tout à l'heure à l'équipe de Second Souffle, je suis très, très contente de pouvoir intervenir pour le Conseil national pour vous présenter la mission que peut avoir un administrateur ou même un mandataire judiciaire en phase de prévention des difficultés, parce que, et s'il y a une seule chose que je voudrais transmettre aujourd'hui, ces outils de prévention sont une chance et une opportunité pour les entrepreneurs que vous êtes. On constate que la prévention, c'est-à-dire le fait d'identifier très en amont une difficulté, donne du temps à l'élaboration d'une solution. Parce que ça fait peur quand même. Parce que ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur pour des raisons culturelles. Et j'irais même jusqu'à dire que ça fait peur par méconnaissance. Parce qu'on ne connaît pas l'outil. Parce qu'on a l'impression que ce sera stigmatisant ou que c'est un échec. Et donc il faut vulgariser un petit peu les choses. Et c'est justement l'objet de ces réunions et de cette table ronde, c'est de pouvoir, on met à bas toutes les barrières ou toutes les idées reçues pour se dire, bah non, on peut travailler en amont et venir peut-être vous rencontrer en tout cas. C'est exactement le message qu'on veut porter aujourd'hui. Ouais. C'est de dire, le facteur clé de réussite, quand on a des difficultés, c'est le temps. Une fois qu'on a le temps, il s'agit de gérer la crise. Comment on gère des difficultés? En les identifiant, en allant voir un professionnel. Alors les administrateurs et mandataires peuvent prendre une casquette de mandataire ad hoc ou de conciliateur. Ce sont deux procédures amiables, purement volontaristes, pendant lesquelles le dirigeant reste entièrement à la gestion. Donc il y a zéro ingérence du mandataire ou du conciliateur, zéro. C'est lui qui va au tribunal et qui va demander la désignation du professionnel qu'il souhaite, en fonction de qualités intrinsèques à cette personne. Il a la possibilité de mettre fin à tout moment, en fait, à cette procédure amiable. Donc c'est vraiment de dire, c'est un cadre sur mesure, à la main du dirigeant, et pour renforcer la structure et renforcer la pérennité de la structure. Donc pour être un tout petit peu plus concrète, on va beaucoup recevoir des entrepreneurs qui ont constaté une sous-rentabilité. Ils ont un endettement d'acquisition et ils constatent qu'ils sont plus en mesure de le soutenir, de le supporter, parce que la rentabilité est peut-être au rendez-vous, mais pas suffisamment. Donc là, concrètement, qu'est-ce que va faire le mandataire ou le conciliateur? Il va réunir les parties, il va partager de l'information fiable et dire... Ben voilà, on a un BP sous les yeux, on sait dire que l'entreprise dégagera tel ou tel niveau de rentabilité, et on sait que ça permet pas de rembourser le prêt qu'il y a en face. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a créé cet espace de discussion, nous, en tant que mandataire ou conciliateur, on ne devient pas l'avocat de l'entreprise, on ne devient pas l'avocat du dirigeant, des actionnaires, ni même des salariés, ni des créanciers. Nous, notre rôle, c'est de favoriser la discussion, faire émerger un accord, et avec notre double compétence juridique et chiffres,
c'est de savoir réagir dans le temps imparti. Et c'est là où je rejoins ce que je disais, c'est-à-dire que le temps, c'est le facteur clé de réussite. Plus on a de temps pour élaborer et discuter une solution. Une fois qu'on a identifié le problème, une fois qu'on a identifié les besoins, on sait faire émerger une solution, on sait la négocier et on sait l'implémenter. On sait la mettre en œuvre. Donc, c'est ça une procédure amiable. Une procédure de prévention, c'est faire un diagnostic sur la base d'éléments fiables et chiffrés qu'on partage. C'est élaborer une solution. C'est la négocier avec les créanciers en créant un espace de discussion objectif, un espace de discussion indiscutable, et c'est le mettre en œuvre. Et ça nécessite un peu de technicité qu'on espère avoir. Et surtout, pour conclure, je voudrais juste dire, s'il y a une chose à retenir, c'est que la prévention est une opportunité. L'administrateur judiciaire fait peur, et c'est dommage, mais ce n'est pas une fatalité. Retenez que ce qui guide un administrateur judiciaire dans sa démarche, c'est de contribuer à trouver une solution. Voilà, je passe la parole. Merci beaucoup, Charlotte Faure. Je vais laisser la parole à Maître Antoine Diesbecq, parce que vous êtes avocat et vous représentez ici le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises. Alors justement, qui vient vous voir et comment on peut venir vous voir? C'est un bureau ouvert où on explique toute la problématique qu'on peut rencontrer. Bonjour à tous. Je ne suis pas le Centre d'information et de prévention, et a fortiori pas le Centre d'information et de prévention national. Je m'occupe à Paris, avec d'autres bénévoles, du Centre d'information et de prévention qui, 2 jeudis par mois, dans ses locaux, au rez-de-chaussée, ouvre une session d'accueil pour un de vos amis, une connaissance, qui s'est ouvert auprès de vous en disant ce mois-ci, je n'ai pas pu payer mon loyer, ce mois-ci, je n'ai pas pu payer mon URSSAF, ce mois-ci, je n'ai pas pu payer mon salarié, je rencontre des difficultés et tout ce que j'ai jusqu'à présent réussi à faire ne parvient pas à me sortir la tête de l'eau. Alors ça peut être une baisse d'activité, ça peut être la perte d'un client, ça peut être un surcroît d'activité et un besoin de financement complémentaire. Il y a un tas de causes possibles à ces difficultés. Et le chef d'entreprise, qui n'est pas entouré par définition, c'est lui le patron, donc c'est lui qui fait tout, quel que soit son niveau d'activité, c'est lui le dernier recours. Eh bien, il est tout seul et il n'a pas tout à fait le réflexe nécessairement d'aller voir son expert comptable, s'il en a un, d'aller voir un avocat, encore moins un avocat, ça fait des procès, et un administrateur judiciaire, alors là, c'est la faillite, c'est la catastrophe. Donc, l'idée, et cette idée est partagée par beaucoup d'institutions, c'est d'avoir créé ce centre d'accueil, qui est un centre d'accueil entièrement confidentiel. Vous serez accueilli par 3 personnes, enfin, votre ami sera accueilli par 3 personnes, un ancien juge du tribunal de commerce de Paris, un avocat en exercice, un expert comptable en exercice ou pas, chacun pour les 2 professionnels que j'ai cités, s'interdisant tout droit de suite. L'idée, c'est de créer une relation instantanée, une espèce de choc psychologique. Je peux faire confiance à ces gens parce que je ne les reverrai jamais et qu'ils sont là uniquement pour me donner de l'information et de l'information directe, c'est-à-dire je vais délivrer mon message, c'est une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, on va échanger et on va essayer de comprendre quels sont les points saillants des difficultés que cette personne rencontre et lui dire c'est pas terrible votre situation, il vaut mieux aller voir directement le tribunal de commerce parce que c'est une obligation de déclarer la cessation de ses paiements quand on va très mal. Je commence par le pire. Et puis le plus souvent, c'est on va donner non pas des recettes, mais c'est vous avez besoin de tel type de professionnel ou vous avez besoin de tel type d'intervention, ou aller voir votre banquier, ou aller voir le médiateur du crédit, ou aller voir la commission des chefs de services financiers. On va vous allez réorienter en fait. On va les orienter, mais on va d'abord leur permettre de prendre conscience que soit ils sont dans une situation qu'il faut changer, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une activité, il faut l'accepter, n'est pas pérenne toute l'existence, il faut savoir arrêter, passer à autre chose. Et il faut pouvoir, pour ce faire, l'arrêter convenablement, conformément à la loi. On sert à ça aussi pour permettre à quelqu'un de prendre conscience que cette époque-là est terminée, qu'il faut passer une marche au-dessus. Il ne s'agit pas de dire que c'est une chute, c'est le contraire. Cette marche-là est épuisée, un pas en avant, et on fera autre chose. Ou le plus souvent, c'est quand même ça, c'est comment faire en sorte que cette activité qui était très, très prolifique hier le redevienne demain pour passer
un cap et revenir à l'histoire en quelque sorte. Donc le CIP c'est ça, c'est donc une affaire d'abord de femmes et d'hommes, c'est aussi une affaire d'institution puisque le CIP a été créé par la Chambre de commerce et d'industrie comme partenaire, rendons-leur hommage une fois de plus si c'est possible. Elle a été créée également à l'initiative du Centre national des mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires. Elle a été créée par le tribunal de commerce de Paris, dont le président Debac est un ancien président. Elle a été créée par l'ordre des avocats, par l'ordre des experts comptables. C'est donc une histoire d'institution, mais d'institution dédiée, tournée vers l'entreprise. Et puis c'est une affaire de territoire, je vais quand même dire un mot, puisqu'il est écrit avocat CIP national. C'est une affaire de territoire parce que le CIP se décline en une soixantaine de lieux, toujours organisés de la même manière, et afin que tous nos bénévoles travaillent dans une même direction et avec des outils communs, eh bien, le CIP national organise, structure nos interventions. Voilà. C'est gratuit ? Vous avez raison. C'est évidemment entièrement gratuit. C'est une action bénévole, c'est une action sociale mais au sens moderne du terme. On participe tous à la même œuvre commune et je crois que tous les bénévoles qui travaillent dans cette association passent un jeudi matin formidable parce qu'à chaque fois, on a l'impression d'être utile. Merci. Merci beaucoup. Maître Diesbecq, donc répartis, c'est ça, dans toutes les CCI, hébergés dans les CCI ? Le plus souvent, oui. Le plus souvent, oui. Oui, il y a une répartition géographique qui était très très homogène maintenant. D'accord, merci beaucoup pour cette précision. Je vais peut-être passer, pardonnez-moi, je vais passer la parole et je vous garde pour la fin à l'URSSAF. Alors l'URSSAF, évidemment, là aussi, ça fait peur peut-être pour certains. On se dit, on a des prémices de difficultés. Comment, voilà, cette prévention peut s'opérer parce que j'ai le sentiment que depuis plusieurs années maintenant, les structures comme l'URSSAF ont envie d'instaurer un dialogue un peu plus fort avec les différentes entreprises. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, vous l'avez dit, l'URSSAF peut-être fait encore peur, et c'est peut-être ça le problème en fait finalement. Oui. C'est de venir nous voir, de se signaler. C'est-à-dire que finalement, pour nous, la difficulté, enfin, rien qu'au niveau de l'URSSAF, c'est quand on ne peut plus payer ses cotisations, qu'on se dit, tiens, il y a une difficulté. On ne peut pas payer une fois, 2 fois, 3 fois, on approche de la cessation de paiement. Donc, c'est venir nous voir très tôt, finalement, lorsque la difficulté apparaît, et même, je dirais, avant de ne pas arriver à payer ces cotisations, pour nous prévenir qu'on ne va pas pouvoir les payer. Pourquoi ? Parce que derrière, on va pouvoir, à notre niveau, rien qu'au niveau de l'URSSAF déjà, mettre en place des délais. Et donc permettre en fait d'étaler des paiements pour traverser une difficulté qui peut être temporaire. Qui est temporaire, voilà. Ou qui est liée à une saisonnalité dans l'activité. Donc ça peut tout à fait, bien sûr, se produire. Mais je dirais que la première des préventions qu'on essaie de mettre en place, et ça c'est très récent, c'est d'accompagner justement le créateur d'entreprise au démarrage. Et donc là, on a créé une offre qu'on déploie progressivement sur toute l'Île-de-France, qui s'appelle Crescendo. Et vous pouvez trouver des informations sur notre site ursafildefrance.fr. Et ça consiste déjà à accompagner le créateur pendant 6 mois. Alors cet accompagnement, il prend la forme déjà d'un contact dédié, c'est-à-dire qu'on va avoir une personne de l'URSSAF qui va être le correspondant pendant ces 6 mois du créateur entreprise. On va l'inciter à venir nous rencontrer, c'est-à-dire qu'on va avoir une démarche vers l'entreprise, ce qui n'est pas souvent le cas, en tout cas quand il n'y a pas de difficulté. Donc là, on va aller vers l'entreprise, vers le créateur. Il vient d'immatriculer son premier salarié, et puis on va l'inciter à venir nous rencontrer. Donc déjà, un rendez-vous physique. Et puis ensuite, on va essayer de l'accompagner à chaque instant important, c'est-à-dire à chaque déclaration, en l'appelant 3 jours avant pour lui dire est-ce que ça se passe bien, est-ce que vous allez pouvoir faire votre déclaration, est-ce que vous allez pouvoir payer, donc pour l'accompagner dans cette démarche. Et puis s'il n'a pas payé, on l'appelle aussi quelques jours après pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Donc on va être, je dirais, en proximité déjà dès le démarrage. Donc ça, c'est vraiment une démarche pour pendant 6 mois les néo-entrepreneurs. Exactement. D'accord. Voilà. Ensuite, nous travaillons en partenariat. On ne travaille pas tout seul.
Et donc, il existe au niveau de chaque département une instance qui s'appelle le CODEFI ou le COSAE. CODEFI, c'est le comité départemental d'examen des difficultés des entreprises. Et là, on va être plusieurs autour de la table avec l'idée de se dire, chacun, peut-être à son niveau, a détecté une difficulté. Et on va essayer de croiser nos regards. Alors, on va trouver la Banque de France, on va trouver le tribunal de commerce, on va trouver, bien sûr, la direction des finances publiques, la Directe. Et donc, on va, ensemble, essayer de croiser nos données. Alors, ça reste, bien sûr, tout à fait confidentiel, pour essayer, justement, en anticipation, de se dire, là, par exemple, nous, on a une entreprise qui n'a pas payé ses cotisations, mais est-ce que, c'est une difficulté qu'on va rencontrer auprès des autres acteurs, et donc croiser nos données pour aller, à ce moment-là, vers l'entreprise aussi, pour essayer de l'accompagner en prévention. Alors, bien entendu, vous avez évoqué aussi la commission des chefs de services financiers. Alors là, on n'est plus véritablement dans la prévention, puisqu'on a une difficulté avérée, mais cette difficulté, en fait, c'est d'essayer de prévenir ce qui peut arriver ensuite, c'est-à-dire de passer dans une procédure collective, parce que la procédure collective, elle peut avoir aussi pour l'entreprise, on l'a évoqué, je crois, ce matin, un problème d'image aussi, c'est-à-dire je suis en procédure collective, comment vont réagir mes clients, comment vont réagir mes fournisseurs, comment vont réagir les banques, bien entendu. Donc, du coup, là, on essaie aussi donc de travailler ensemble pour éviter en fait ce passage en redressement judiciaire. Donc, au sein des commissions des chefs de services financiers, avec une approche là qu'on souhaite la plus large possible sur tout ce qui est dette sociale et fiscale. Et donc, avoir une approche commune et avoir un interlocuteur pour l'entreprise qui est la commission des chefs de services financiers. Voilà. Et puis, autre élément, alors qu'on fait aussi... Dernier point. Oui, à notre niveau, c'est lorsqu'on a une entreprise qui est proche de la station de paiement, on va lui proposer aussi un rendez-vous avec un expert de son dossier. Et donc, on va aller vers l'entreprise et lui proposer de venir nous voir pour essayer de trouver encore une solution. Voilà. Super, merci beaucoup. On voit qu'effectivement, bon nombre de structures s'adaptent et sont proactives pour justement aller au-devant des chefs d'entreprise qui peuvent être à un moment donné en difficulté. C'est de pouvoir faire émerger justement ces difficultés, de pouvoir les anticiper. Alors Christian Debac, merci beaucoup de votre présence. Vous êtes ancien président du tribunal de commerce de Paris et vous êtes... Aujourd'hui, vous venez au titre du portail du rebond pour nous parler. Alors, mais vous en avez vu des entreprises, vous, dans le cadre de votre carrière, des entreprises, et vous me disiez dans le cadre d'une autre édition que finalement cette rencontre avec les professionnels, d'aller vraiment au devant, de faire aussi des démarches bénévoles d'information auprès des entrepreneurs. Finalement, c'était aussi le cas au tribunal de commerce où vous étiez. C'est-à-dire que vous passiez du temps à recevoir les gens aussi, à les informer. Est-ce que les gens ne savent pas forcément, mais c'est bénéfique pour la suite. Bonjour, je suis pas là pour parler non, de mais l'action de la c'était prévention plutôt des tribunaux de commerce. une petite liaison et d'un mot, parce qu'on est effectivement, on est presque en retard. Effectivement, les tribunaux de commerce, depuis plus de 30 ans, reçoivent des entreprises qui ont des difficultés, qui viennent voir non pas le juge, mais dans sa tenue de juge, mais en fait un juge consulaire qui a l'expérience des difficultés des entreprises et qui, à ce moment-là, les reçoit de manière confidentielle et voit quelle solution peut être adoptée. Il y a un lien, effectivement, entre prévention et rebond, puisqu'il se trouve qu'il y a 20 ans qu'a été créé le CIP national, et il y a 20 ans a été créée une association que j'ai présidée pendant 6 ans, qui s'appelle Recréer, et qui avait pour objet de sensibiliser l'ensemble des pouvoirs publics, des institutions, aux difficultés du rebond pour un chef d'entreprise qui vivait ou avait vécu des difficultés. Depuis, un certain nombre d'autres associations se sont créées et il y a 6 ans maintenant, ces associations, 4 d'entre elles, ont décidé de créer le portail du rebond des entrepreneurs. Parce qu'elles ont toutes, maintenant nous sommes 6, nous avons tous le même objectif, qui est d'aider un entrepreneur qui est en difficulté ou qui a vécu des difficultés à rebondir. Qui sont ces associations et que proposons-nous? Ces associations sont donc 6. Il y a Recréer, j'en parlais, qui est une association qui est à l'écoute des entrepreneurs, soit
parce qu'on reçoit un message sur Internet, une sorte de SOS amitié entrepreneur en difficulté. On répond, on a un entretien téléphonique et on répond à cette personne, soit par un atelier que nous tenons à Paris où des entrepreneurs viennent exposer leurs difficultés devant d'autres entrepreneurs qui ont eux-mêmes connu ces difficultés. Il y a SOS Entrepreneur qui a été créé par un entrepreneur du Nord qui avait été en liquidation judiciaire, Bruno Delcamp, et qui, elle, a pour objet de rebondir avec son entreprise. Recréer, c'est que le chef d'entreprise, l'entrepreneur, rebondisse lui-même. Ce n'est pas forcément recréer une entreprise, c'est se recréer soi-même. SOS Entrepreneur, c'est rebondir avec son entreprise en permettant au chef d'entreprise d'avoir un tiers de confiance qui vient l'aider pour voir si on peut éviter d'aller en procédure collective, aller voir éventuellement un administrateur judiciaire pour avoir une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc avant, et si on est en procédure collective, de voir comment on peut, avec le redressement judiciaire ou la sauvegarde, pouvoir rebondir avec son entreprise. Second Souffle, vous connaissez, et je ne vous la présenterai pas, puisque c'est eux qui sont le co-organisateur de cette manifestation, qui a été créée par Dimitri Pivot, et qui aide à la fois aussi les entrepreneurs à rebondir, soit en créant, soit surtout en retrouvant un emploi, puisque c'est quelque chose qui est fondamental. Quand on vient d'être mis en liquidation judiciaire, l'entrepreneur a généralement plus de salaire, et il faut bien arriver à vivre. Et quatrième association, 60 000 rebonds, qui, elle, est une association qui aide un entrepreneur à recréer une entreprise en étant accompagné par un coach et un parrain. Et donc, ils sont implantés un peu partout sur la France et ils permettent ce rebond. Deux autres associations nous ont rejoints depuis. Amarok, qui est un observatoire créé par un professeur de Montpellier, Olivier Torres, qui s'est spécialisé sur l'importance de la santé de l'entrepreneur. Et il y a un lien très net entre les difficultés de santé que peut avoir un entrepreneur et l'entreprise. Ce qu'il dit avec justesse, c'est que le premier capital d'une entreprise, c'est la santé de son entrepreneur. Et dernière association, APESA, qui est une association qui a été créée par un greffier du tribunal de commerce de Saintes et qui a pour objet d'éviter le suicide du chef d'entreprise, de l'entrepreneur, car il y a trop souvent des suicides qui sont peu connus, mais qui existent malheureusement. Et donc il y a une aide psychologique à ce moment-là, une personne qui détecte cette difficulté et qui est une sorte de veilleur, signale à cette association et qui met à disposition de l'entrepreneur, s'il le souhaite, un soutien psychologique pour l'aider à passer cette passe très difficile. Voilà quelles sont ces 6 associations qui sont toutes bénévoles, tout est gratuit et qui sont toutes reconnues d'ailleurs d'intérêt général. Alors que proposons-nous? Parce que nous sommes regroupés dans ce que nous appelons un groupement d'intérêt associatif, ce qui n'existe pas juridiquement, mais qui permet de nous regrouper, qui dit bien ce que ça veut dire. Nous proposons 2 choses. Un portail et du lobbying. Un portail, c'est d'ailleurs le nom que nous avons choisi, c'est-à-dire un site commun, car nous avons constaté que dans ce type de domaine, c'est vrai aussi d'ailleurs un peu dans le domaine de la prévention, il y a énormément d'acteurs et il est souvent difficile pour l'entrepreneur de savoir à qui s'adresser. Il va sur le net, il reçoit des conseils à droite à gauche, il ne sait pas très bien à qui s'adresser. Donc le but du portail, c'est d'avoir un site commun dans lequel chacun peut aller, répond à 3 petites questions et à partir de là, il a plusieurs associations qui peuvent l'aider et il va sur les sites de ces associations pour prendre rendez-vous et voir celle qui peut réellement l'aider. La deuxième chose, c'est l'aspect lobbying. Pour faire comprendre au pouvoir public tous les obstacles concrets qui existent pour les entrepreneurs qui veulent rebondir, il est nécessaire d'avoir une action qui individuellement n'est pas écoutée. Par contre, collectivement, à 6, là, nous sommes un peu plus écoutés. Nous avons réussi, il y a quelques années, à faire supprimer le fameux 0,40 indicateur de la Banque de France qui marquait au fer rouge un dirigeant qui avait liquidé son entreprise, depuis le 0,50, et nous avons un certain nombre d'actions et de propositions que nous défendons vis-à-vis des pouvoirs publics, certaines générales comme la création d'un fonds de garantie du rebond qui permettrait à ce qu'une dette judiciaire puisse se transformer au bout de quelques années, quand elle était parfaitement payée, en dette classique. D'autres comme également importantes, comme de dire qu'on limiterait la caution du dirigeant
auprès des banques à 6 mois et l'interdiction de prendre des cautions pour des durées plus longues, ou des mesures très très ponctuelles et concrètes, comme le fait que sur un registre du commerce, le fait d'avoir été en redressement judiciaire et pendant beaucoup plus longtemps que le fait d'avoir été en sauvegarde, avec l'inconvénient que quand on va voir un cabis, on retrouve à ce moment-là sur ce cabis un certain nombre d'inscriptions qui font que le client, le fournisseur, le partenaire futur de l'entreprise hésite à y aller. Donc voilà un certain nombre de propositions que nous avons et que nous défendons. Oui, tout à fait, Olivier Grégoire, nous repréciser tout cela en début d'événement. Merci beaucoup, Christian Debac. Merci à nos invités de cette table ronde. Merci beaucoup pour vos éclairages.